Et bienvenue à cette séance sur libre pensée. Et nous allons parler donc, poursuivre sur la thématique déjà abordée, savoir sur la télévision, avec pour sous-titre ce que les mots veulent dire. Déjà, pour faire un petit récapitulatif de ce qui a été vu dernièrement. Donc nous voyons un peu la construction finalement de cette maison sociale, si on veut, maison sociale où on a à la tête donc de la société, ou en tout cas des habitants, de la foule, la télévision, ce qui est un fait, savoir que la télévision, qui est aussi un média de masse, est un média finalement qui sert à instruire, qui diffuse sa connaissance, pour ainsi dire, à des multitudes, et selon effectivement cette connaissance, ce qui va être rendu par la télévision, les personnes vont adopter une attitude ou pas. Donc, la télévision, comme déjà le montrait au son temps Gustave Le Bon, sert à... Alors, Gustave Le Bon, lui, ce qu'il montre aussi, surtout, c'est que la télévision peut servir comment je dirais, à manipuler presque, à instrumentaliser les foules, parce que selon lui, effectivement, la foule ne pense pas, et la foule agit surtout comme par intuition, et sous le coup de son animalité en quelque sorte, au sens de ses pulsions. Et donc, la télévision occupe un rôle central, un rôle capital, donc de cap, c'est-à-dire, quand on dit capital d'ailleurs, ça vient du latin, donc, mais aussi du grec, on dit képhalé d'ailleurs, képhalé, donc je pense qu'on va donner un terme comme caput en latin, donc chef. La télévision est aujourd'hui le maître à penser, donc est à la tête des sociétés, et conduit, donne la marche à suivre en quelque sorte. Et ça sur plusieurs points, comme on l'a déjà abordé, en ce que par exemple, encore une fois, pour revenir, elle donne à voir qui sont ceux qui sont plus habilités à se prononcer, par exemple, sur le domaine de la médecine, sur le domaine de la philosophie, sur le domaine de la sociologie, sur le domaine des arts. C'est finalement elle, apparemment aujourd'hui, on n'est plus visiblement ce temps d'autrefois, si j'ose dire, où encore avec des gens comme des personnes telles que Hume, par exemple, où la connaissance, ou plutôt celui qui pouvait prétendre à être maître dans une discipline, non pas plutôt celui, mais disons, quelqu'un pouvait se reconnaître, revendiquer le titre de maître dans une discipline seulement parce que ses pairs, d'abord, auront consenti à reconnaître la qualité de ses travaux. Bon, maintenant, on est sur un autre mode aujourd'hui. Ça, c'est Bourdieu qui dresse ce constat. Et puis, je pense que ceux qui par exemple, effectivement, ont suivi toute la crise du coronavirus, on se sont rendu compte. Aujourd'hui, on voit bien que c'est la télévision finalement qui semble légitimer X ou Y. Donc, ça, la télévision en tant que maître à penser, c'est ce que nous avons déjà vu. Et c'est pourquoi, justement, pour ne pas être cette foule finalement passive, manipulée, et qui se laisse guider de façon aveugle et sans jugement particulier, nous vous appelions donc à la critique par une lecture simple, celle donc de Épitéléphotes. Téléphotès, donc, ou téléphote, téléphotes, donc, qui est le terme grec ici choisi, pris, afin de rendre le terme téléphote utilisé à l'époque, avant qu'il ne soit remplacé un peu plus tard par télévision. Donc, nous disions autrefois télétroscope ou téléphote. Et donc, ici, tout mis en grec sur la télévision pour un peu imiter le livre, ou sinon le travail de Pierre Bourdieu lorsqu'il écrit sur la télévision. Nous disons donc sur donc épitéléphotes pour sur la télévision. De là, nous avions réussi à dégager trois grands angles ou trois grands axes, si on veut, où la télévision, c'est vrai, parce que c'est un constat, est à la tête. Et les trois points que nous avions cités, premièrement, c'est toujours des définitions de épi, définition assez sensée, si j'ose dire. Donc, épi, qui veut d'abord dire sur, au-dessus,
qui donc nous enjoignait dans un premier temps à avoir de la hauteur euh, sur la télévision. Et ensuite, nous lisions EPI en tant que voir, regarder, donc qui appelait à avoir une vision générale et non parcellaire de la télévision, et encore EPI, comme fixer, marcher en s'appuyant sur, donc avait pour vocation à nous appeler, donc avait pour vocation à nous indiquer d'avoir recours à la télévision pour déterminer sa façon de vivre. Donc, si je veux dire ici, petite note, nous voulons avoir une lecture simple et pas forcément ayant des partis pris, hein. Nous voulons lire simplement et puis aussi reconnaître simplement que la télévision peut instruire, la télévision édifie, hein, sans a priori, sans chercher à être dans quelque extrême que ce soit, si j'ose dire, et pour dire aussi autrement, ne pas avoir forcément à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, toute cette lecture de sur la télévision, donc ici, ce que les mots veulent dire, ben, nous amène à une idée générale qui est celle du scepticisme, tout simplement. Scepticisme donc qui est une comparaison entre plusieurs choses afin de déterminer afin de se faire une idée générale de ce qui serait approprié, en tout cas ce qui conduit à un repos, à une tranquillité, tout simplement. Donc je pense que a priori on ne vit pas pour avoir peur, et encore on ne s'informe pas pour avoir peur. Et d'autant que la peur n'est pas particulièrement avancée, hein, la prudence peut-être encore. Et donc ici, oui, c'est vraiment la quête en cette époque mouvementée, en ces temps assez agités, hein, d'être tranquille, mais par quelle voie, par quel chemin? Bah, ici, en écrivant sur la télévision, nous proposons le scepticisme. Voilà. Le scepticisme, donc, où nous lisons simplement épitéléphote ou épitéléphothèse, digression. Donc, nous notons que quand on dit téléphote, donc de fautesse ou faute, hein, ça nous rappelle simplement, effectivement, le mot français aujourd'hui, hein, photon, hein, ce que Einstein a qualifié de quanta, c'est-à-dire des grains d'énergie élémentaire qui constituent la lumière. Et en 1926, le chimiste Gilbert Lewis qui va baptiser, hein, cette dénomination d'Einstein, si j'ose dire, en photon. Donc, d'où notre mot ici, téléphothèse. Donc, phothèse aussi simplement, en réalité, qui veut dire lumière, hein. Encore une fois, c'est ce que sont les photons, donc des particules de lumière, et encore que on a connu dans la science, sinon dans l'évolution de la science, deux moments, voire trois, ça dépend. En tout cas, dans l'appréhension ou la connaissance par les hommes de ce qu'était finalement ce phénomène lumineux, on a eu d'une part deux propositions de perception. Celle de Newton qui considérait que la lumière était de nature corpusculaire, et de Huygens, hein, qui considérait que la lumière était de nature ondulatoire. Et c'est Taylor Young qui va mettre les deux d'accord pour dire que bah en fait la lumière est aussi bien de nature corpusculaire que de nature ondulatoire. Et pour être un peu plus explicite, lorsqu'on parle de lumière, il faut entendre que ici on parle d'un spectre, mais qui contient en réalité plusieurs choses, hein. Aussi bien la lumière visible par l'œil humain, d'accord? Parce qu'en réalité, les humains ne voient pas la lumière dans son entièreté. Nous ne voyons qu'une petite partie, hein. Cette petite partie, c'est celle qui est ici colorée en bleu, jaune, donc avec un peu tout au centre. Et ça, il s'agit en fait ici de l'onde, des ondes du spectre de la lumière visible. Et outre cela, bah déjà, on a donc dans le spectre lumineux les rayons X, par exemple, on a les ultraviolets, on a aussi les infrarouges, on a la radiofréquence, on a les ultra gamma et ainsi de suite. Donc, la lumière, mine de rien, ce n'est pas juste ce qui peut être vu par l'œil humain, et c'est encore bien plus. Et vers les années 1900, nous avons assisté donc à l'exploitation des ondes radio et pour l'invention
pour l'invention de la télévision. Et c'est en 1923 que le russe Vladimir Zworykin, voilà, j'ai réussi, dépose un brevet tout électrique. Et ainsi a vu le jour donc de la télévision, effectivement, qui avec le temps a connu diverses améliorations successives, hein, et toujours plus prononcées si j'ose dire. Et donc ce qu'on voit, en gros, c'est que parler de téléphotesse, non plus précisément de photesse ici, donc par rapport au photon, hein, peut nous renvoyer à l'élément de base, donc dans le schéma un peu entre guillemets de la maison que nous avons dressé, à l'idée d'éclairer. D'ailleurs, c'est ce que signifie photon ou photesse. Hein, c'est l'action d'éclairer, de porter à la connaissance. Effectivement, dans les faits, c'est ce que fait la télévision, c'est ce que nous constatons. Hein, a priori, c'est un peu comme en lisant un roman, par exemple, des histoires qu'on apprend, d'ailleurs, d'autant qu'on peut aussi regarder du théâtre, hein, si on veut dire, donc peut être projeté à travers l'écran de télévision. Nous pouvons aussi suivre des dessins animés ou qu'est-ce que j'en sais, enfin plusieurs choses. Et donc oui, il y a la possibilité par la télévision d'apprendre des choses, hein, d'être éclairé sur un sujet, d'autant plus aujourd'hui avec Internet et j'en passe. Et donc oui, la télévision informe et l'information dans le domaine du journalisme, et encore une fois, c'est ce que j'ai sous-titré en quelque sorte Bourdieu dans son ouvrage sur la télévision. L'information est un droit de manière globale dans toutes les démocraties. Voilà. Donc c'est à nuancer effectivement dans toutes les démocraties. Déjà, être informé, c'est un droit, c'est vrai, de façon globale, mais rien ne dit que dans tous les pays, toutes les nations qui se disent être des démocraties, l'information est pour autant rendue de façon, je dirais, objective, même rien qu'en France. Il n'y a qu'à faire l'histoire pour se rendre compte des critiques, hein, en tout cas des divergences qu'il y a eu dans la règle, en tout cas dans le courant de transmission d'informations. Je pense comme ça au Canard enchaîné, hein, qui a paru faire la différence, ou qui a paru être une espèce d'exception en son temps, et contrairement aux médias officiels ou mainstream, ou en tout cas qui étaient plus ou moins, voire fortement, carrément rattachés à l'État. Donc, être informé est un droit de manière globale, et c'est ce que justement stipule le préambule de la charte de Munich de 1971, lorsque il est écrit que le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Encore informé, oui, en ce sens que finalement, par la télévision, on vient à savoir ce qui se passe, ce qui se déroule ailleurs. Et dans ce sens, par exemple, plusieurs personnes, je pense, enfin, ça a un peu circulé avant la crise ou avant la période du coronavirus. Et puis, effectivement, lorsqu'il y a eu le coronavirus, on a de moins en moins, voire quasiment plus entendu parler. Hein, les protestations qui ont eu lieu, donc les mouvements hongkongais de 2019 contre son gouvernement, parce qu'il lui soupçonnait, hein, de vouloir redonner à la Chine des pleins pouvoirs sur cette région administrative spéciale qui est aussi appelée, en termes techniques, l'RAS, donc savoir Hong Kong. Et ici, en réalité, on est face à une discussion pas aussi simple, parce que d'une part, s'il est vrai que donc ces protestations, ces personnes donc qui manifestaient, pour elles, elles avaient peur, elles voyaient le risque potentiel de la Chine de pouvoir avoir une mainmise, un instant pouvoir de direction même, hein, sur Hong Kong. Pour autant, il y a aussi une autre réalité, savoir la Chine. Sinon, certaines autorités ont constaté, puisqu'ici il s'agit de Hong Kong, ce qu'il faut savoir, c'est que Hong Kong est une région dans laquelle des personnes, notamment des fugitifs par exemple, pouvaient avoir à se réfugier. Pourquoi? Bah, parce que ayant commis un crime par exemple dans une certaine nation, hein, dans un pays, ce crime n'ayant pas eu le temps d'être sanctionné là-bas, au sens où le fugitif a eu le temps de fuir, par exemple, dans une telle nation telle que Hong Kong, et ben, cette nation Hong Kong n'a pas le droit, hein, n'a pas le pouvoir de rapatrier le criminel dans la nation dans laquelle
il a commis le délit ou il a commis le crime. Et donc ces lois, ou en tout cas cet amendement qui visait à être finalement relié à la Chine, espérait pallier cette lacune finalement concernant la législation à Hong Kong. Donc on voit qu'il y a ici une ambiguïté, voilà, qui pourrait être, qui pose question, voilà, qui pose question, où se placerait beaucoup plus la légitimité de ceux qui pensent que la Chine veut profiter de la situation, encore que ce serait possible, pour avoir une mise sur Hong Kong, mais de ceux qui pensent qu'il serait bien qu'un criminel, parce que là, en l'occurrence, il s'agissait, ce qui a conduit à cette décision de la part du gouvernement hongkongais, c'était le crime par un jeune homme, en tout cas par un monsieur, de sa petite amie à Taïwan, hein, à Taïwan de mémoire. Et ce monsieur serait parti se réfugier à Hong Kong. Et de là, ça a poussé certains à ressortir des vieux dossiers afin qu'il y ait un vrai lien, hein, de rallier Hong Kong et la Chine. Donc, encore une fois, nous voyons, pour ceux qui ont un peu suivi, que la télévision aide à être informé, permet, donne la possibilité aux personnes qui sont en France, aux personnes qui sont en Afrique, aux personnes qui sont, je sais pas, au Cameroun par exemple, d'être informés de ce qui se passe partout, partout dans le monde. De plus, cette information donc permet aussi un certain lien entre des individus de différentes régions. Donc permet en quelque sorte la solidarité. Parce que celui qui, par exemple, est en Australie, va voir ce qui se passe en Belgique, bah, il peut être touché à propos d'une cause ou pas du tout. Et surtout dans le cas où par exemple, se sentirait proche d'une certaine cause qui serait défendue par un tiers, bah, il pourrait, ou bien encore qu'aujourd'hui de plus en plus il y a la possibilité de faire entendre sa voix, de faire entendre son soutien, manifester son adhésion, et ben à telle idée ou pas, ou en tout cas à tel mouvement. Donc la télévision permet de garder un lien entre divers personnes de divers pays. Et là en l'occurrence on peut citer le cas de Black Lives Matter, hein, ce mouvement en tout cas qui s'est déclenché aussi. Je pense que finalement il est bien préexistant à l'événement George Floyd, mais donc à 2016, mais on a revu une montée assez significative de sa manifestation, si je veux dire en tout cas. On a vu comment ce mouvement a repris de l'audience dans les médias après ce triste événement. Donc, nous voyons ici le rôle capital, le rôle de la télévision. Seulement, ce qu'on note, après avoir dit ça, sinon en disant ça, c'est que, encore, c'est pas forcément une nuance, c'est un fait, tout simplement, c'est que l'information, en tout cas en France, est essentiellement, sinon uniquement fournie par un seul organisme, hein. Et cet organisme, donc, c'est l'agence France Presse, donc aussi connue sous le nom de l'AFP. Voilà. Et cette AFP, donc, se charge de distribuer, a priori, en tout cas de récolter des informations à l'état brut, à divers endroits, de les récolter, de les garder, et puis ensuite, on a différentes chaînes de télévision, par exemple, qui peuvent aller ensuite les récupérer, les prendre, et qui, elles, alors, vont les commenter. Et cette agence, donc France Presse, en France, distribue donc ces données, ces recherches, ce qu'elle trouve sur le terrain, souvent à plus de 200 chaînes. Et pour quelles conséquences? C'est la question à laquelle nous espérons répondre à une autre vidéo. Et vous, si vous avez des idées sur quelles conséquences il peut y avoir à ce que un organisme tel que l'AFP distribue ces données, ces informations à l'état brut à plus de 200 chaînes, quelles conséquences cela peut-il entraîner dans une société, en l'occurrence une société qui est celle de la France? N'hésitez pas à mettre des commentaires juste en bas et à liker, à partager, à vous abonner si ce n'était pas encore le cas. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.